vous mettez pour Madame la Présidente. Non, non, il ne sera pas là. Vous vous rappelez de l'année Chers consoeurs, chers confrères, chers et chers amis, je vous propose de commencer dès tout de suite cette séance extraordinaire et je commencerai par vous demander d'excuser notre président Louis Dominici qui doit passer quelques examens médicaux aujourd'hui même. Voilà. Je me permettrai donc de me substituer à lui temporairement, rassurez-vous, pour ne pas toucher en quoi que ce soit à ses compétences de président. Nous avons le grand honneur et la grande chance d'accueillir notre confrère et ami, je l'ajouterai, Jean-Pierre Cabestan, pour une séance consacrée à Demain la Chine, guerre ou paix. Notre confrère étant correspondant, étant une grande partie de l'année à Hong Kong, je me permettrai très rapidement de vous le situer pour que vous voyez tout l'intérêt que nous avons aujourd'hui à l'accueillir. Jean-Pierre Cabestan est né le 4 août 1955, c'est un sinologue, spécialiste du droit et des institutions du monde chinois contemporain, et en particulier de Taïwan. Il a suivi un cursus classique. Il a d'abord commencé par un DEA en langue et civilisation chinoise de Paris 7 Denis Diderot, en 1979, puis il a fait un doctorat en sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenu en 1982. Il s'est très vite intéressé à la langue et la civilisation japonaise. Il a en effet préparé et obtenu une licence à Paris 7 Jussieu. Et puis, en 1988, il a soutenu un doctorat d'État en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa carrière s'est faite pour l'essentiel en Asie. En 1994 et jusqu'en 1998, il a inauguré et dirigé l'antenne de Taipei, puis de 1998 à 2003, il a pris la direction du Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. De 2003 à 2007, il a été membre de l'UMR de droit comparé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et puis depuis 2007, il est professeur, puis professeur émérite, et a été pour un temps directeur du département des sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong. Il est toujours chercheur associé de l'Asia Centre, Centre d'études Asie, et a produit une œuvre très importante, en particulier 5 ouvrages, La politique internationale de la Chine, ouvrage qui vous sera présenté après cette séance, ouvrage édité en 2015 et réédité en 2022, Demain la Chine, guerre ou paix, de Gallimard 2021,
alors que la politique internationale de la Chine a été publiée aux presses de Sciences Po. Demain la Chine, démocratie ou dictature, Gallimard 2018. Le système politique chinois, presse de Sciences Po 2014. Et enfin la Chine en quête de ses frontières, la confrontation Chine-Taïwan, ouvrage co-signé par Jean-Pierre Cabestan et Benoît Vermander. À cela s'ajoutent de nombreuses publications scientifiques, des articles dans les meilleures revues. Et je vais donc lui passer la parole en le remerciant d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, chers consoeurs. Merci de m'accueillir. Alors, je dois dire, c'est la première fois que je parle devant le confrère de l'Académie. Donc, je suis membre correspondant depuis 2017. Et en raison de mon éloignement, je viens assez rarement à Paris. Mais maintenant, grâce au fait que je suis retraité, j'ai plus de liberté dans mes mouvements. Et une fois le semestre terminé à Hong Kong, je peux prendre ma liberté et venir en Europe et en France en particulier, y passer plus de temps, notamment entre mai et la fin du mois d'août. Donc ça, c'est une liberté que j'apprécie beaucoup et qui me permet d'échanger plus avec mes compatriotes français sur un sujet qui évidemment me préoccupe depuis longtemps, qui est la Chine. Alors, moi j'ai fait principalement, comme le disait le secrétaire perpétuel, ma carrière au CNRS avant de rejoindre l'Université Baptiste de Hong Kong, qui, je le dis en passant, est une université publique, en dépit de son nom, qui est, c'est une université qui a des origines baptistes américaines, mais qui est devenue une université publique il y a très longtemps. Et je peux continuer de travailler à Hong Kong et d'enseigner à Hong Kong avec une certaine liberté, je dois dire, en dépit du fait que Hong Kong, comme vous savez, a été repris en main après les événements de 2019 et la mise en place d'une loi de sécurité nationale en 2020. Donc, bon, c'est pas toujours très facile, mais je pense que dans le milieu universitaire, si on conserve une approche de sciences politiques, on peut encore enseigner, comme j'ai toujours enseigné d'ailleurs en France ou en Chine, sur les questions qui m'intéressent. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes derniers livres, qui est justement Demain la Chine, guerre ou paix. J'ai pris comme titre de conférence le titre de ma présentation, le titre de ce livre qui est paru chez Gallimard en 2021, et qui porte sur une question qui, évidemment, est devenue d'actualité, savoir si la Chine aujourd'hui, qui est une puissance à la fois diplomatique, économique, mais aussi militaire mondiale, ne serait pas tentée, pour régler un certain nombre de problèmes, notamment la question de Taïwan, d'utiliser des moyens militaires et tester son armée, ses forces armées, d'une manière ou d'une autre. Alors la réponse courte à cette question, si vous voulez, est que je pense que la Chine réfléchira à deux fois avant de passer véritablement à l'acte sur le plan militaire. Alors je vous prie de m'excuser d'abord que mes slides soient en anglais, parce que c'est des slides que j'ai élaborés pour une présentation, notamment à Hong Kong ou dans d'autres pays anglophones. Mais vous inquiétez pas, ce qui est important, ce ne sont pas le texte, ce sont les photos et surtout les cartes que je vais vous montrer et qui situent un peu mieux les zones autour de la Chine, dans laquelle la Chine pourrait être impliquée, notamment autour d'un conflit armé. Alors, beaucoup d'observateurs, de spécialistes parlent de ce piège de Thucydide, selon lequel la confrontation militaire entre une puissance établie, que sont aujourd'hui les États-Unis, et une puissance ascendante qu'est la Chine, est inévitable. Alors, il y a un Américain très connu qui s'appelle Graham Allison, qui est mentionné sur cette slide, et qui, dès 2012, en fait, assez tôt, a commencé à évoquer cette éventualité. Cette analyse, il l'a développée dans un livre paru en 2017 maintenant, et indiquant qu'il y avait quand même de fortes chances, si on regardait l'histoire, le passé de ces confrontations entre une puissance ascendante et une puissance établie, il y avait quand même plus près. Ah, voilà. Il y avait quand même une chance que
Je vais en profiter pour enlever ma veste puisqu'il fait assez bon. Et il y avait une chance que ces deux puissances, ascendant d'une puissance établie, s'affrontent, notamment militairement, afin de modifier le rapport des forces entre les grandes puissances. Alors, moi j'ai un certain nombre de réserves par rapport à cette analyse. D'abord, la première, c'est que si on regarde la guerre froide et la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, il n'y a justement pas eu de confrontation entre ces deux puissances, parce que depuis 1945, et en particulier 1949, on est passé à l'ère nucléaire. C'est-à-dire que les deux puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, étant possesseurs d'armes nucléaires, les dangers de nucléarisation d'un conflit direct entre ces deux puissances étaient importants, étaient énormes. C'est pour ça que tout au long de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés dans des guerres par procuration, notamment la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam. Et là, c'est quand même quelque chose qui tend à être sous-estimé par beaucoup d'observateurs, notamment par Graham Allison. Alors, je passe, voilà. Alors, mon livre est sorti en 2021. Je me suis permis de mettre la couverture, d'ajouter la couverture de la version anglaise de ce livre, qui a un titre un peu différent, mais le contenu est le même, qui est sorti en 2023. Pourquoi j'ai ajouté cette couverture? Parce qu'en fait, entre-temps, il y a eu un certain nombre d'événements importants qui sont survenus, et en particulier la guerre en Ukraine. Et la question était de savoir, ce qui m'a amené à faire un certain nombre de mises à jour par rapport à mon texte qui date de 2021, savoir dans quelle mesure la guerre en Ukraine est un facteur supplémentaire de guerre entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan, ou si, au contraire, c'est un facteur de paix ou de prudence, et qui plutôt inciterait la Chine à réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une aventure militaire. Et je pense plutôt, avant d'en venir vraiment à cette question dans le détail, je pense plutôt que c'est la deuxième hypothèse. C'est-à-dire que la Chine observe de très près la confrontation entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, mais en tire un certain nombre de leçons pour ce qui concerne l'utilisation de la force par elle-même, par l'armée populaire de libération. Alors, pardon, je me suis trompé de côté, voilà. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler de Taïwan, parce que la Chine, et notamment les forces armées chinoises, ou les forces de sécurité chinoises, sont actives dans un certain nombre de théâtres, où pourrait survenir justement une forme de confrontation militaire, une guerre limitée ou même plus importante, qui impliquerait soit certains voisins de la Chine, soit même les États-Unis, soit les deux. Et là, vous avez une liste de ces points chauds, comme on dit en anglais, notamment la mer de Chine du Sud, dont on parle beaucoup, les Senkaku, Tiahu, qui sont des îles administrées par le Japon depuis assez longtemps, depuis 1895 en fait, et revendiquées par la Chine. La frontière sino-indienne, où des incidents meurtriers ont eu lieu il y a maintenant 4 ans, en 2020, et même d'autres cas de figure où la Chine se verrait, et l'armée populaire de libération, donc l'outil militaire chinois, se verrait contraint de s'engager pour défendre des intérêts chinois ou des ressortissants chinois loin de ses frontières. Alors, il y a un certain nombre de facteurs, évidemment, qui pourraient inciter la Chine à la confrontation, et c'est ce que j'appelle un cocktail explosif, c'est assez facile à comprendre. D'abord, un nationalisme sans faille, un nationalisme qui devient de plus en plus à la fois agressif, même revanchard, la Chine voulant laver les humiliations du 19e siècle, qui maintenant remonte à pratiquement 150 ou 200 ans, et puis aussi donc une passion nationaliste entretenue par le pouvoir, par le Parti communiste chinois, et inculquée à chaque enfant dès le plus jeune âge dans les écoles chinoises, et puis associé à ça évidemment une montée sans précédent des capacités militaires de la Chine. Et ça c'est quelque chose qui est important à retenir, parce que la Chine aujourd'hui, comme on va le voir dans les diapos qui suivent, est devenue une puissance militaire
bien plus importante en fait que les autres puissances militaires, y compris la Russie. Si on regarde les effectifs, les matériels que possède ce qu'on appelle l'armée populaire de libération, qui est le nom officiel des armées chinoises aujourd'hui. Alors ce ne sont pas tellement les effectifs, là vous avez une espèce de résumé des capacités de défense, des capacités militaires de la Chine. Évidemment 2 millions d'hommes, ça paraît impressionnant, les États-Unis en ont 2 fois moins, mais c'est pas là que se situe, si vous voulez, la principale force de l'armée chinoise. C'est beaucoup plus le fait qu'elle a développé des capacités de projection de ses forces qui n'existaient pas il y a encore une vingtaine d'années, notamment une marine qui est devenue en nombre de bateaux de surface et de sous-marins la plus importante au monde, avec, comme vous le voyez sur cette slide, 370 unités par rapport à des États-Unis qui en ont à peine 300 et qui ont stabilisé leur puissance navale autour de 300 plateformes. Et donc même, alors ça ne veut pas dire que l'armée chinoise est plus puissante que, la marine chinoise est plus puissante que la marine américaine, mais en fait, mais quand même, en accumulant autant de bateaux et de sous-marins, elle a modifié le rapport des forces, notamment dans son environnement immédiat, en particulier dans le Pacifique occidental, dans tout le pourtour de la Chine, du Japon à l'Asie du Sud-Est, au détroit de Malacca en tout cas. Le deuxième aspect, c'est la modernisation de ses forces, de son armée de l'air, avec un nombre de plus en plus important d'avions, de chasseurs et de bombardiers de la 4e et la 5e génération qui sont assez concurrentiels des F-16, des B-2 américains. Et là, vous avez une liste d'appareils qui sont en grande partie d'origine russe, notamment les Sukhoi 35 et les MiG-33, mais aussi d'origine chinoise, notamment les G20, qui sont J-20 en français, qui sont de fabrication chinoise, même si aujourd'hui le moteur, c'est-à-dire le réacteur, reste encore de fabrication russe. Et le grand défi pour la Chine, c'est de pouvoir devenir complètement autonome en termes de matériel militaire et de se détacher de cette dépendance à l'égard des armements russes. Pour projeter des forces au-delà des mers, il faut évidemment des troupes de marine, et c'est pour ça que la Chine a mis l'accent sur le développement de ces troupes de marine, qui pendant longtemps étaient assez peu nombreuses, et qui, alors ça c'est un exemple, et qui maintenant se sont développées quand même assez rapidement depuis une dizaine d'années. Parmi les, alors justement, j'en viens à ces symboles de puissance, notamment le premier porte-avions chinois, le Liaoning. La Chine a maintenant 2 porte-avions opérationnels et un 3e qui va bientôt l'être. Mais la question, c'est de savoir si ces porte-avions seraient vraiment opérationnels en cas notamment de guerre contre Taïwan. Et là, à mon avis, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et le porte-avions est un symbole de puissance, un attribut de puissance évident. Mais dans quel scénario il pourrait être utilisé, ça reste quand même, à mon avis, un point d'interrogation pour ce qui concerne la Chine. Ça, c'est justement l'exemple de l'avion bombardier chinois, qui est le J-20, qui est furtif et qui est de fabrication nationale. Alors, voilà, pour ce qui concerne les troupes de marine, vous voyez les effectifs actuels. L'objectif, c'est quand même d'avoir des effectifs de pas de 135 000, mais de 100 000 troupes de marine, donc avec quand même une capacité de lancer une opération, notamment contre Taïwan, si besoin est, avec une organisation d'un débarquement sur l'île de Taïwan. Alors, venons-en, donc capacité militaire beaucoup plus importante, beaucoup plus inquiétante pour ses voisins. Maintenant, est-ce que pour autant la Chine va se lancer dans une aventure militaire? Et là, comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait la liste des scénarios possibles. Je vais commencer par parce que je veux passer plus de temps sur le cas de Taïwan, qui me paraît le plus dangereux aujourd'hui, même s'il y a des tensions en mer de Chine du Sud que vous devez suivre dans les journaux, notamment avec les Philippines, qui méritent quand même une certaine attention, et sur laquelle dont je vais parler en premier. Donc je vais parler en premier des autres scénarios, et avant de passer plus de temps sur Taïwan, et de terminer sur justement le dernier point, qui est de savoir un peu d'imaginer un peu les opérations extérieures dans lesquelles l'armée populaire de libération pourrait être engagée pour défendre ses intérêts, pas forcément pour lancer une guerre complète, une guerre
sans limite, si vous voulez, contre une autre puissance, notamment contre les États-Unis. Et là, c'est peut-être, et ça sera ma conclusion, comme vous le verrez, c'est peut-être là qu'on verra à l'action les forces armées chinoises en premier. Alors, sur la mer de Chine du Sud, comme vous voyez, cette carte montre bien la complexité des revendications territoriales et maritimes des puissances ou des pays riverains de la mer de Chine du Sud. La Chine, c'est elle qui a les revendications les plus maximalistes, puisqu'elle estime, et vous avez cette ligne en 9 traits qui est la ligne rouge, qui est 90% de la mer de Chine de Sud lui appartient, et en particulier que tous les éléments émergés de cette mer, les rochers et les îles, enfin, je les considère comme des îles, lui appartiennent. Évidemment, cette revendication est contestée par les autres pays, notamment par le Vietnam, qui a à peu près les mêmes revendications. C'est comme vous voyez en bleu, c'est les revendications vietnamiennes. Et dans une moindre mesure, par les Philippines et par la Malaisie. Alors, les Philippines, c'est sur l'ouest, et Malaisie surtout au sud, au nord de l'île de Bornéo. Et donc, ce sont autant de revendications conflictuelles qui peuvent conduire à des conflits. Alors, il y a eu des conflits dans le passé, ou des escarmouches, et surtout, la Chine a commencé à faire deux choses à partir des années 2012, donc ça correspond plus ou moins à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en Chine. D'abord, elle a pris le contrôle au printemps 2012, alors je ne sais pas s'il y a un pointer, est-ce qu'on peut pointer sur l'île? Vous voyez Scarborough Shoal, là nord, c'est un atoll qui revendiqué par les Philippines, qui était plus ou moins occupé, ou tout au moins zone de pêche des Philippines, et dont la Chine a pris le contrôle en 2012. Depuis, la Chine a fait aussi un certain nombre de choses sur les îles, ou tout au moins les rochers qu'elle contrôle dans les Spratleys, dans l'archipel des Spratleys, notamment elle a construit des îles artificielles et les a progressivement militarisées, et donc la Chine domine la mer de Chine du Sud, à la fois sur le plan militaire mais aussi sur le plan naval, puisqu'elle a des forces navales mais aussi une armada de garde-côtes beaucoup plus important que les autres pays de la zone. Alors, attendez, je vais voir si... voilà. Alors ça, pour ce qui concerne, vous voyez, la complexité de la situation, notamment dans l'archipel des Spratleys. Autant les Paracels, c'est assez simple. Pardon, je vais revenir au nord, parce que les Paracels, si vous voulez, qui sont au nord, elles sont entièrement contrôlées par la Chine, donc elles sont revendiquées également par le Vietnam, parce qu'en fait, le colonisateur français les avait occupées au nom du Vietnam, au même titre d'ailleurs que les Spratleys, dans les années 30, et que pendant longtemps, les Vietnamiens en ont occupé une partie, et les Chinois une autre partie jusqu'en 1974, date où les Vietnamiens les Vietnamiens qui étaient les Vietnamiens du Sud, en fait, le Sud-Vietnam, en ont été écartés. Pour ce qui concerne les Spratleys, les Chinois ont commencé à prendre contrôle d'un certain nombre de rochers des Spratleys uniquement en 1988. Avant, c'était entièrement contrôlé soit par le Vietnam, soit par les Philippines, soit par la Malaisie. Donc la situation a changé sur le terrain progressivement, mais surtout à partir de 2012, je reviens en arrière, voilà, que la Chine a commencé à étendre son importance et son influence sur cette zone. Vous observez, il y a deux drapeaux de Taïwan. Donc, sur en fait, Taïwan, la République de Chine, occupe depuis 1946 la principale île des Spratleys, qui s'appelle Ituaba ou Taiping Tao, et que cette occupation n'a jamais été contestée, ni par la Chine d'ailleurs, ni par les autres puissances, les autres voisins de la Chine, notamment les Philippines ou le Vietnam, qui ont occupé d'autres atolls, comme vous voyez, dans la zone. Alors, il y a eu en 2016, parce que les Philippins commençaient à s'inquiéter de la montée en puissance de la Chine, de ses revendications, elle a saisi la Cour de justice de La Haye, et il y a eu en 2016 une décision de justice, un arbitrage, si vous voulez, pas sur les revendications territoriales, mais sur les droits maritimes des différents pays en mer de Chine du Sud. Cette décision du 12 juillet 2016 est importante parce qu'elle définit le statut de ces éléments émergés. Et pour la Cour de La Haye, ce qui était quand même une décision importante, aucun de ces rochers ne pourrait prétendre, en mer de Chine du Sud, que ce soit les Paracels ou les Spratleys, aucun de ces rochers ne peut prétendre
au statut d'île. Ce ne sont pas des îles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas générer des droits maritimes au terme de la Convention de Montego Bay, donc du droit de la mer des Nations Unies de 1982. Ils ne peuvent pas générer des zones économiques exclusives. Ils ne peuvent que générer des droits, si vous voulez, des zones de sécurité et puis des zones territoriales uniquement, et des zones contiguës éventuellement au-delà des 12 000 marins. Et donc ça rétrécit quand même, ça restreint énormément les revendications des pays qui sont engagés dans ce conflit. Alors, la décision de La Haye a donné raison aux Philippines sur presque tous les sujets. Et évidemment, la Chine était très opposée et très critique à l'égard de cette décision, dont elle n'a pas reconnu la validité, puisque au terme de l'engagement de la Chine qui a signé la Convention de Montego Bay dans les années 90, en 96, elle a émis une réserve importante sur l'arbitrage. C'est-à-dire que la Chine déclare appliquer le droit de la mer de les Nations Unies, la Convention du droit de la mer des Nations Unies, mais refuse tout arbitrage extérieur. Donc ça limite évidemment, si vous voulez, son engagement à respecter cette norme internationale qui est très importante. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais ça a provoqué aussi des protestations de Taïwan, qui estiment que leur île Taiping, qui apparemment peut avoir des sources d'eau douce, donc peut soutenir une forme de vie humaine, estime que cette île, cet élément émergé n'est pas un rocher mais une île. Mais bon, ça c'est à mon avis un détail, puisque l'ensemble de ces rochers, de ces atolls ne peuvent pas soutenir la vie humaine en fait, donc ne peuvent pas acquérir le statut d'île. Alors, je parle de tout ça parce que c'est important. Il y a eu un certain nombre d'incidents, notamment avec les Philippines en 2012, puis plus récemment, encore aujourd'hui, alors que, si vous voulez, dans les jours dans les semaines précédentes, mais encore aujourd'hui, vous avez une confrontation autour d'un atoll qui s'appelle Second Thomas Shoal, et qui est occupé par les Philippines, où les Philippines ont échoué un bateau, je vais vous montrer, qui est celui-là, qui s'appelle le Sierra Madre, et où une douzaine de marines, de troupes de marine philippines, stationnent pour garantir la souveraineté des Philippines sur cet atoll qui s'appelle Second Thomas Shoal, comme vous voyez, qui est en partie submergé, notamment en marée haute. Et ce bateau, évidemment, est en train de tomber en ruine, et les Philippins essayent de le consolider, ou à terme, si possible, de le remplacer par une structure plus durable, qui permettrait de perpétuer l'occupation philippine de cet atoll. Alors c'est une espèce de point chaud en ce moment, parce que les Chinois empêchent le ravitaillement de ces marines. Ils autorisent le ravitaillement en nourriture, mais ils ne veulent pas que les Philippins y apportent du matériel de construction pour pouvoir y consolider leur présence. Donc en fait, la Chine table sur le pourrissement et la disparition progressive de ce bateau pour mettre fin à l'occupation des Philippines de cet atoll et en fait en prendre possession. Et probablement y construire une île artificielle comme ils l'ont fait ailleurs. Je voulais vous montrer, j'avais une autre photo mais je ne l'ai pas, d'une île artificielle construite par les Chinois en mer de Chine du Sud qui justement permet à la Chine à la fois d'y déployer un certain nombre d'armements, mais aussi par la construction de pistes aériennes, d'y stationner un certain nombre d'avions de l'armée de l'air chinoise. Donc voilà où on en est, et la conclusion en fait c'est que la Chine n'a pas besoin d'un conflit armé pour prendre le contrôle progressif de ces îles de la mer de Chine du Sud. Ce qu'elle a fait ces dernières années, depuis une dizaine d'années environ, c'est qu'elle a mis en place en fait une stratégie qu'on appelle la stratégie des zones grises, au-deçà du seuil de la guerre, qui lui permet, par des intimidations, par une présence massive de ces bateaux, garde-côtes, mais aussi milices maritimes, qui est une forme de force de sécurité qui utilise des marins engagés en fait dans les forces par l'État, et
derrière évidemment sa marine nationale, la Chine domine la zone. Et ce ne sont pas les opérations de maintien de la liberté de navigation organisées par les Américains, notamment depuis 2012, qui permettent véritablement de changer la donne. Ces opérations de liberté de navigation sont aussi menées par d'autres marines, notamment la marine française, les Allemands, les Britanniques, et parfois les Néerlandais ou les Australiens, sans que cela ait de véritables conséquences en fait sur le rapport des forces en mer de Chine méridionale. Ce que j'observe, c'est que la Chine, évidemment, surveille ces bateaux qui traversent la zone, mais pour leur rappeler qu'ils entrent dans des eaux chinoises, même si cela est contesté par les autres marines, mais en fait, par la présence et ces occupations chinoises des îlots de la mer de Chine du Sud, la Chine place dans une position de vulnérabilité croissante toutes les marines qui s'aventurent dans la mer de Chine méridionale. Donc, je ne pense pas que la Chine ait besoin d'une confrontation armée pour continuer de consolider sa domination de la mer de Chine méridionale et qu'elle préfère rester dans ce qu'on appelle cette stratégie privilégiée, cette stratégie des zones grises qui a assez bien réussi jusqu'à maintenant. Et c'est probablement, d'ailleurs, on va voir par rapport aux autres cas de figure, c'est probablement en mer de Chine méridionale que la Chine a le mieux réussi à appliquer, à mettre en œuvre cette stratégie des zones grises. Alors venons-en au deuxième cas, qui est le cas de la... je me trompe toujours de sens, qui est le cas des Senkaku, qui sont, comme vous voyez, au sud de l'archipel de Ryukyu, Okinawa, Okinawa étant l'île principale des Ryukyu, dont la capitale est Naha. Et ce sont des îlots, vous allez voir une photo, qui sont occupés par le Japon depuis la guerre sino-japonaise de 1895. Le Japon considère ces îles comme inhabitées avant leur arrivée, comme terra nullius, comme on dit en latin, alors que la Chine revendique ces îlots et estime qu'ils appartiennent à la Chine depuis de nombreux siècles, sans pourtant apporter beaucoup de preuves de cette revendication, puisqu'il n'y a aucune trace sur les Senkaku d'une présence chinoise, par exemple une stèle, une pierre, et jamais les Chinois n'y ont véritablement été établis. Peut-être que des marins chinois y ont accosté, mais comme des marins japonais, ou surtout des marins des Ryukyu. Les Ryukyu étant un royaume indépendant du Japon jusque dans les années 1872, au début de l'ère Meiji. Alors, je vais vous montrer. Non, pardon, là aussi je me suis trompé. Alors, ce sont des îlots très, très, très modestes, en fait. Aujourd'hui, pratiquement inhabités. Pendant les années 30, il y avait un certain nombre certaines de ces îles étaient privées et un certain nombre d'exploitants japonais, d'entreprises japonaises qui exploitaient notamment le guano. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, elles sont en fait pratiquement inhabitées. Les Américains les avaient utilisées d'ailleurs pour tester un certain nombre d'armements lorsqu'ils occupaient Okinawa entre 1945 et 1972. Et aujourd'hui, certaines d'entre elles appartiennent encore à des personnes privées, mais 3 d'entre elles ont été rachetées par l'État en 2012, et c'est ce qui a été la source d'une nouvelle montée des tensions entre Pékin et Tokyo, parce que le gouvernement japonais de l'époque, en 2012, avait utilisé le terme nationalisation, et ce qui était évidemment pas un terme très, très adroit, parce que ça a provoqué une réaction extrêmement vive des autorités chinoises qui, depuis, c'est ça la différence, si vous voulez, sur le terrain, multiplient les incursions autour des îles Senkaku, notamment de la part de leurs gardes-côtes, qui pénètrent régulièrement, un jour sur deux, je pense, dans les eaux contiguës, c'est-à-dire 24 000 marins autour des îles, et assez souvent aussi, mais pour des périodes assez limitées, de 3 heures seulement, dans les eaux territoriales, autour des Senkaku afin d'affirmer leur souveraineté sur ces îles. Alors il y a une limite à ce que peut faire la Chine, parce que depuis 2012, le Japon, mais aussi les États-Unis, qui sont le garant d'une certaine manière de la sécurité du Japon, au terme de l'accord de sécurité de 1960, a rappelé à la Chine qu'en cas de débarquement ou tentative de prise de contrôle de ces îles par l'armée populaire de libération, l'article 5 du traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon entrerait en vigueur. Ça veut dire que les Américains interviendraient militairement. Donc je pense que ça a montré la limite au-delà de laquelle la Chine ne peut pas aller.
et que pour l'instant, on a cette espèce si vous voulez, de jeu entre le chat et la souris, entre les gardes-côtes chinois et japonais autour de ces îles, mais que pour l'instant, ça reste quand même une forme de confrontation à basse intensité, et qui, une fois encore, reste en deçà du seuil de la guerre, et donc la Chine privilégie aussi la stratégie des zones grises. Oui, ce qui a compliqué les choses et qui a aussi accru la tension entre Pékin et Tokyo, ça a été l'instauration en 2013 par la Chine du zone de défense de sécurité aérienne qui, comme vous le voyez sur la carte, inclut non seulement les Senkaku, les TRU, c'est le nom chinois des Senkaku, mais aussi chevauche la zone de défense sécurité aérienne du Japon et de la Corée du Sud, ce qui a provoqué un certain nombre de protestations japonaises et sud-coréennes à l'époque, en 2013. Alors, quelques mots sur le conflit sino-indien de 2020, qui a été très très ponctuel, qui a été assez violent, en dépit du fait que depuis de nombreuses années, les années 90 en fait, les gardes-frontières indiens et chinois ne sont plus armés. Ils sont armés de gourdins, mais pas d'armes létales. Alors ce conflit frontalier est très ancien, il date de l'indépendance de l'Inde. Il porte sur une frontière, comme vous le voyez sur la carte à gauche, une frontière qui fait environ 3500 km et qui est divisée en trois secteurs. Le secteur occidental, la Chine occupe une région qui s'appelle l'Aksai Chin, que vous voyez sur la carte en haut à gauche, et qui est revendiquée par l'Inde. En revanche, à l'est, sur le secteur oriental, l'Inde occupe l'Arunachal Pradesh, qui est revendiquée par la Chine, qui ne reconnaît pas la ligne McMahon, qui est la frontière septentrionale de cette province, la Chine considérant que l'Arunachal Pradesh lui appartient et porte le nom de Tibet du Sud. Okay, donc pour la Chine, c'est le sud du Tibet. Ce conflit est resté sans solution depuis 1949, en dépit du fait que pendant les années 50, les deux pays avaient de bonnes relations. Mais dès qu'à 1959, le conflit s'envenime, et il y a eu une guerre d'ailleurs frontalière en 62 sur la frontière de l'Arunachal Pradesh, qui a duré 3 semaines et qui a été perdu par le Japon, perdu par l'Inde, avant que les troupes chinoises se retirent. C'était une humiliation pour Nehru, mais qui n'a en rien résolu le problème frontalier, qui aujourd'hui reste entier, mais qui porte plus particulièrement depuis un certain nombre d'années sur ce qu'on appelle la ligne de contrôle, line of factual control en anglais, donc ligne de contrôle réelle de la frontière, qui n'est pas véritablement une frontière acceptée de part et d'autre, mais qui est une frontière de fait où les forces armées indiennes et chinoises se font face à face. Et ce qui a provoqué les incidents de 2020, en fait, c'était les efforts qu'ont déployés l'Inde, notamment les forces armées, pour améliorer leurs installations le long de cette frontière de fait, et rattraper la Chine en termes de modernisation des routes et des installations militaires le long de cette frontière. Le problème de cette frontière de fait, elle est ici, et qu'elle n'est pas extrêmement bien déterminée, et qu'il y a une forme de contestation sur certains tronçons de cette frontière, et notamment autour de cette zone que vous voyez sur la droite, où les incidents ont eu lieu en 2020. Incidents qui ont quand même provoqué la mort, d'après les données officielles fournies par le gouvernement indien, d'une vingtaine, exactement 20 soldats indiens. Les Chinois, sur le moment, n'ont pas rendu public le nombre de leurs victimes. Plus tard, 6 mois plus tard, ils ont admis que 4 militaires chinois étaient décédés dans ces affrontements. Donc ces affrontements étaient quand même très violents. Depuis, il y a une reprise des relations, mais sans que du côté indien, les choses soient entièrement revenues à la normale. La Chine voudrait oublier ce qui s'est passé en 2020 et essayer de convaincre Modi de rétablir une forme de relation normale avec la Chine, mais pour l'Inde, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées. J'évoque ce conflit parce que à l'époque, on a craint que en fait, ça dégénère et que les deux
pays se lance dans une guerre frontalière, à nouveau comme ça a été le cas en 1962. En fait, les risques étaient assez limités et c'est une forme de... Ce qui en dépit des victimes qui sont survenues, c'est une forme de stratégie de zone grise également qui est appliquée par la Chine ici. Plus dangereuse, plus risquée, plus limitée aussi, mais qui montre aussi une forme d'affirmation de la puissance chinoise sans pour autant recourir à la guerre. Alors il y a une concentration de forces de part et d'autre pendant quelques temps. Encore aujourd'hui, on pense qu'il y a 50 000 soldats chinois et 50 000 soldats indiens le long de cette frontière. Mais et je pense que le rétablissement de relations normales entre Pékin et Delhi prendra du temps et que je pense qu'on a affaire ici à une relation à la fois faite de coopération sur le plan économique et même diplomatique à travers des organisations comme les BRICS, mais qui est faite aussi de confrontation géopolitique qui va au-delà, bien au-delà d'ailleurs du conflit frontalier. Et donc c'est pour ça que je pense que cette relation restera relativement tendue sans pour autant verser dans une guerre complète. Alors venons-en maintenant, alors voilà, ça c'est des photos satellites des zones qui ont été contestées ou des incidents ont eu lieu en 2020. Depuis d'autres incidents ont eu lieu, mais beaucoup plus modestes, et je pense qu'il y a eu un accord de part et d'autre pour essayer d'écarter les forces armées des deux pays de la zone contestée. Alors venons-en évidemment au cas le plus important qui est le cas de Taïwan, parce que c'est là où les choses pourraient devenir beaucoup plus compliquées et beaucoup plus dangereuses. Il faut d'abord peut-être dire un mot du conflit politique, parce que c'est d'abord un conflit politique entre Pékin et Taipei. Comme vous le savez, la Chine populaire revendique Taïwan, estime que c'est une province de la République populaire de Chine, donc c'est inscrit dans la constitution de la République populaire de Chine, tandis que Taïwan estime que l'île appartient à la République de Chine, c'est-à-dire le régime de Chiang Kai-shek qui a été obligé de quitter Nankin, la capitale de la République de Chine, en 1949 pour se réfugier à Taipei, et que il y a un conflit de souveraineté, si vous voulez, entre deux Chines qui ne se reconnaissent pas, et puisque Pékin estime que depuis 1949, la République de Chine a disparu. Donc le statut de Taïwan est indéterminé ou déterminé sans pour autant être fixé, puisque Taïwan échappe au contrôle et à l'administration de la République populaire de Chine. Pour Taïwan, l'ordre constitutionnel à Taïwan reste maintenant celui établi en 1949, c'est-à-dire que la République de Chine comprend à la fois Taïwan et le continent, même si l'administration, la juridiction de la République de Chine se limite évidemment à l'île de Taïwan et quelques petites îles environnantes. Donc là, il y a si vous voulez, une distinction, une espèce de conflit entre la définition légale de la République de Chine, qui inclut l'ensemble de la Chine, et la définition politique de la République de Chine, qui n'inclut que les zones de la Chine qui sont elles-mêmes sous juridiction de Taïwan. Alors, il y a à l'origine évidemment un désaccord à Taïwan entre les partis politiques sur ce qu'est Taïwan, sur ce qu'est la République de Chine. Pour le Kuomintang, le parti nationaliste qui est arrivé à Taïwan en 1949, comme je l'indiquais, donc la République de Chine, c'est l'ensemble de la Chine. Alors que pour le DPP, le Parti démocrate progressif, qui est arrivé au pouvoir d'abord en 2000 pour 8 ans, puis après depuis 2016 avec Tsai Ing-wen pour à nouveau 8 ans, et plus que cela, puisque le nouveau président qui va prendre ses fonctions le 20 mai, La Ching-de, est aussi du Parti démocrate progressiste. Ce Parti démocrate progressiste reconnaît que Taïwan a pour nom officiel la République de Chine, mais estime que la République de Chine se limite aux zones administrée par Taïwan. Et donc pour elle, pour ce parti, l'autre côté du détroit, c'est la République populaire de Chine. D'une certaine manière, pour le DPP, le Parti démocrate progressiste, il y a deux Chines, la République populaire et puis la République de Chine. Donc deux États chinois qui se font face et qui, dans l'espoir du DPP, devraient coexister pacifiquement. Évidemment, ce n'est pas le point de vue de la Chine, qui estime que, en fait, du fait de l'évolution de Taïwan, les chances
d'une unification pacifique entre Taïwan et la Chine, ça me nuise, à mesure qu'on s'éloigne de 49 et que le parti nationaliste, le Kuomintang, perd de l'influence à Taïwan. Alors, le Kuomintang n'est pas non plus complètement affaibli, puisque en janvier de cette année, il a repris le contrôle du Parlement, avec 1 ou 2 sièges de plus que le Parti démocrate progressiste, et que, en fait, le nouveau président, qui rentre en fonction dans quelques jours, n'a obtenu que 40% des voix. Comme les élections présidentielles n'ont qu'un tour, c'est lui qui l'a emporté, mais il l'a emporté avec une majorité relative. Et donc, c'est là-dessus que s'appuie la Chine pour essayer d'accroître sa pression sur Taïwan et essayer de développer des relations plus étroites avec le Kuomintang. Notamment en invitant l'ancien président du Kuomintang, Ma Ying-jeou, à se rendre en Chine il y a quelques semaines. Maintenant, ça ne règle pas le problème pour autant, puisque personne dans le Kuomintang n'est prêt à accepter que Taïwan devienne une province ou même une région administrative spéciale comme Hong Kong aujourd'hui de la République populaire de Chine. Et là-dessus, il y a un fort consensus à Taïwan pour dire que Taïwan, c'est la République de Chine et qu'il n'y a pas de raison de modifier cet ordre constitutionnel, d'autant moins que Taïwan est devenu un régime démocratique qui est obligé de consulter ses électeurs avant de prendre quelques décisions que ce soit concernant l'avenir de l'île de Taïwan et l'avenir de la République de Chine. Donc voilà où on en est, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les Chinois de Pékin commencent à s'impatienter et estiment que, en plus du développement des relations économiques et humaines avec Taïwan, il faut accroître les pressions militaires sur Taïwan afin de les intimider, de les amener à faire des compromis et à accepter une forme d'unification à terme. Alors, et c'est là que, évidemment, les risques de guerre commencent à devenir beaucoup plus importants, et notamment à travers des gesticulations dans le détroit de Taïwan qui se sont multipliées depuis 2016 et en particulier depuis 2019. Alors ça, c'est des cartes qui sont rendues publiques par le ministère de la Défense taïwanais et qui montrent justement que depuis 2019, ça c'est une carte qui date de 2020 exactement, puisque 109, il faut rajouter 11, et vous avez l'année c'est 109 ans de la République de Chine qui a été créée en 1911, donc c'est 2020, et on voit déjà en 2020 un certain nombre d'incursions, ça c'était le mois de septembre, un certain nombre d'incursions de l'armée de l'air chinoise, au-delà, d'abord ce qui est plus important, au-delà de la ligne médiane qui sépare par son milieu le détroit de Taïwan, alors que jusqu'à maintenant l'armée populaire de libération respectait cette ligne médiane, et les pilotes de l'armée chinoise l'ont dit clairement à travers des communications qu'ils pouvaient avoir avec les Taïwanais, ne reconnaissaient plus cette ligne médiane. Pour nous, l'ensemble du détroit de Taïwan est chinois et on peut aller où on veut. Donc ça, c'était la première évolution qui est quand même inquiétante pour Taïwan. La deuxième, c'est que vous voyez que vous avez d'incursions également au sud de l'île, dans ce que Taïwan appelle sa zone de défense aérienne, un peu comme le Japon, ou même la Chine ou la Corée. Et donc là aussi, ce sont des incursions qui vont de plus en plus loin et qui visent, vous allez voir sur d'autres cartes, à démontrer aux Taïwanais que l'armée de l'air chinoise peut survoler près de Taïwan et même contourner l'ensemble de l'île de Taïwan et revenir à son port d'attache. Voilà, alors ça c'était, vous voyez, en 2022, donc en juin 2022, une multiplication de ces incursions, mais surtout des incursions qui vont plus loin que précédemment. Et donc ça, c'est une forme d'intimidation qui est bien connue, hein, et qui s'est intensifiée au cours de ces dernières années. Ça, c'est une carte qui date, comme vous le voyez, de 2023 et qui montre toute la fréquence, qui additionne toutes les incursions qui ont pu avoir lieu entre mars 2022 et au cours d'une année. Donc c'est impressionnant sur le plan quand on regarde cette carte. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la réaction de la société taïwanaise. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Taïwan ces dernières années ou ces derniers mois, mais je dois dire que quand on va à Taïwan, on n'a pas du tout l'impression qu'on est au bord de la guerre. Contrairement à ce que prétendent d'ailleurs des certain de journaux, notamment The Economist qui disait l'endroit le plus dangereux au monde, le détroit de Taïwan. Oui, c'est probablement un endroit dangereux, mais est-ce que la Chine est prête à aller jusqu'à la guerre, ou est-ce qu'elle continue d'opérer dans ce qu'on appelle les zones grises? C'est ça la véritable question. Et ma conclusion est que jusqu'à maintenant, la Chine s'est cantonnée dans les zones grises
et ne veut pas aller au-deçà du seuil de la guerre. Ce que j'observe aussi, vous voyez là en bleu ciel, ce qui délimite les eaux territoriales et l'espace aérien de Taïwan, c'est que ces incursions sont très rarement entrées dans cet espace aérien, dans ces eaux territoriales. Donc la Chine pousse, prend des risques, parce qu'il y a des risques d'incidents évidents à travers la multiplication de ces gesticulations, mais veille à ne pas trop titiller les Taïwanais et surtout obliger les forces aériennes taïwanaises à décoller, à repousser les avions qui s'incursent dans les eaux territoriales ou l'espace aérien taïwanais. Même chose pour la marine qui a tendance aussi, chinoise, qui a tendance aussi à naviguer de plus en plus près de Taïwan, mais sans pour autant rentrer dans les eaux territoriales taïwanaises. Alors, il y a eu un moment de crise que dont vous devez vous souvenir, qui a eu lieu juste après la visite de Nancy Pelosi, donc la présidente de la Chambre des représentants américaine à Taïwan, au début août 2022. La Chine a simulé un blocus de l'île à travers notamment un certain nombre de tirs de missiles, dont vous voyez le point d'arrivée ici sur la carte, au début août 2022. Alors, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est cette opération de rétorsion a provoqué une forme de crise militaire dans le détroit, bien des années après celle de 1996, à l'occasion de la première élection présidentielle démocratique à Taïwan, mais elle n'a pas pour autant démontré la capacité de la Chine à organiser un blocus. Donc la simulation d'un blocus n'est pas la même chose que la décision d'imposer un blocus, qui est un acte de guerre et qui doit tenir sur la longue durée. Là, c'est une opération ponctuelle qui a évidemment provoqué des réactions négatives à Taïwan, mais aussi au Japon, puisque, comme vous voyez, il y a un des missiles qui a terminé sa course dans les eaux économiques exclusives japonaises, qui a provoqué une réaction, donc protestation japonaise, mais ça n'a pas pour autant démontré la capacité de la Chine à réussir un blocus. Alors voilà où on en est aujourd'hui autour de Taïwan. Maintenant, la question c'est de savoir, donc ça c'est la trajectoire des missiles balistiques, justement, qui ont été lancés le 4 août 2022. Alors, une capacité évidemment à lancer des missiles au-delà de Taïwan, mais pour autant, ça ne démontre pas la volonté de la Chine de passer à l'acte et de lancer une opération militaire contre Taïwan. Il me reste combien de temps, à peu près? D'accord. Alors, un développement plus récent, alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de l'île de Kinmen ou Quemoy. C'est une île qui est contrôlée par la République de Chine, par Taïwan, depuis 1949, qui se trouve à 10 km des côtes du Fujian, de la province du Fujian, donc tout près de la ville de Xiamen, qui est au sud du Fujian. Le problème, c'est qu'il y a eu un incident de pêche récemment autour de cette île de Kinmen, qui est une espèce d'os, là, comme vous voyez. Et puis alors, il y a deux îles. Donc ça, c'est Grand Kinmen, la petite île à gauche, qui est aussi sous administration taïwanaise, et Petit Kinmen. Le problème, c'est qu'il y a des incursions de pêcheurs chinois assez fréquentes, et qu'il y a eu une incursion récente qui s'est terminée de manière tragique, puisque quand ils ont pris la fuite, les pêcheurs chinois, le bateau des pêcheurs chinois s'est retourné. Il y a eu deux pêcheurs noyés dans cet incident. Donc la Chine a protesté et a décidé d'envoyer un certain nombre de gardes-côtes autour de Taïwan, qui a pénétré, des gardes-côtes qui ont pénétré dans la zone restrictive autour de Taïwan. Et ce qui est inquiétant, pourquoi j'en parle? Parce que la Chine, pour la première fois, a déclaré que ces zones restrictives autour de Taïwan n'étaient pas valables, que la Chine ne les reconnaissait pas, et que les gardes-côtes chinois pouvaient naviguer où cela leur semblait, où ce qui semblait nécessaire, autour de l'île de Taïwan, et même dans le détroit de Taïwan. Donc voilà où on en est, c'est un nouveau point de tension. On n'est pas allé jusqu'à l'affrontement, mais et les incursions de gardes-côtes chinois ont été repoussées par les gardes-côtes taïwanais, qui ont utilisé les procédures habituelles. Les incursions de ces gardes-côtes chinois ne durent jamais jusqu'à maintenant 2-3 heures.
mais on ne peut pas exclure qu'on aille vers des incidents plus dangereux et donc une forme de crise militaire entre Taïwan et la Chine autour de ces îles. Donc ça, je pense que la Chine, là aussi, veut pousser son avantage et essayer si vous voulez, de restreindre l'espace vital de Taïwan et de se montrer de plus en plus présent, non seulement autour de Taïwan même, donc de l'île de Taïwan, mais aussi autour des îles administrées par Taïwan. Alors, je voudrais terminer en évoquant assez rapidement en fait les scénarios de guerre, parce que on parle beaucoup de ces scénarios, mais en fait, un certain nombre d'entre eux sont assez peu réalistes. Et là, les trois scénarios dont on parle le plus, c'est une attaque de missiles massive. La deuxième, c'est le blocus. Et le troisième, évidemment, c'est une forme de débarquement sur l'île de Taïwan. Alors, le scénario le plus probable, et probablement si vraiment la Chine décidait d'aller à la guerre contre Taïwan, ce serait plutôt le blocus. Mais un blocus pose beaucoup de problèmes. Le problème, c'est d'abord c'est un acte de guerre, donc on passe dans une logique complètement différente de celle des zones grises. Un acte de guerre, ça implique, ça a beaucoup de conséquences pour qui concerne évidemment la mobilisation des Taïwanais, mais aussi l'implication éventuelle des États-Unis dans une telle contre-offensive. Et donc on passe à un jeu beaucoup plus risqué pour la Chine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Le deuxième scénario, qui est un scénario souvent évoqué, des attaques de missiles massives, le problème, c'est que les précédents historiques montrent que c'est pas forcément, si vous voulez, décisif. Parce qu'un missile détruit l'immeuble qu'il frappe, mais c'est pas forcément un moyen de conduire l'autre partie à la capitulation. Je pense qu'en général, ce qu'on observe, c'est que ça renforce l'esprit de défense de la partie adverse, plus qu'autre chose. Attendez, je passe. L'invasion elle-même, une invasion terrestre, et ça c'est vraiment l'opération la plus compliquée qu'on puisse imaginer, pour des tas de raisons, et ça c'est d'abord parce que Taïwan est une île, et une île qu'on dit souvent protégée par le mauvais temps. Il y a des fenêtres d'opportunité pour lancer une invasion, c'est l'automne en fait, octobre, novembre, lorsque les eaux se calment, il n'y a pas de risque de typhon, et il y a une visibilité relativement satisfaisante. Le reste de l'année est quand même beaucoup plus difficile. En plus, les plages de débarquement à Taïwan sont peu nombreuses, les plages sont assez petites et les Taïwanais se préparent évidemment à une telle opération et c'est pour ça qu'ils ont mis en place un certain nombre de moyens de défense à la fois défensifs et offensifs qui obligerait la Chine, à mon avis, à réfléchir à deux fois avant de lancer une telle opération. Ce qu'on doit ajouter ici, c'est deux choses, à mon avis, pour faire bref, si vous voulez. La première, c'est que l'armée populaire de libération n'a pas combattu depuis 1979. Donc elle reste quand même, elle n'a pas été testée, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elle pourrait pas réussir, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles à l'organisation de cette opération. La deuxième, c'est que, en dépit des réformes introduites par Xi Jinping, notamment pour essayer d'intégrer l'armée de terre, l'armée de l'air, et notamment les forces de marine et la marine, l'armée populaire de libération reste assez fragmentée, entre ces différentes armes et que ces armes n'ont pas forcément beaucoup d'expérience de travailler ensemble. Donc il y a tout un travail d'apprentissage d'opérations interarmes, de la conduite d'opérations interarmes qui va prendre du temps. Et donc on peut se demander si la Chine est prête aujourd'hui à tenter une telle opération. Alors Xi Jinping a donné un objectif aux forces armées chinoises en disant vous devez être prêts pour 2027. Je ne sais pas, ça a été souvent évoqué par la presse. Et c'est possible que, à mon avis, cet objectif est officiel, c'est-à-dire que le pouvoir politique en Chine souhaite que l'armée populaire de libération devienne crédible et puisse être capable de lancer une opération militaire contre Taïwan en 2027. Alors, est-ce que ça veut dire que 2027 est une date fatidique ? Il faut se préparer à un conflit militaire autour de 2027, c'est une autre affaire, à mon avis. Mais personnellement, je ne le pense pas pour des tas de raisons.
D'abord parce qu'une intervention américaine est très probable, et Biden l'a répété au moins 4 fois depuis son entrée en fonction en 2021, et que même si les pouvoirs politiques américains hésiteraient à intervenir dans un conflit autour de Taïwan, à mon avis, il faut poser la question de manière inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si les Américains n'intervenaient pas? Quelles seraient les conséquences, notamment pour les États-Unis, et la crédibilité des États-Unis dans la zone s'ils refusaient d'intervenir dans un conflit autour de Taïwan? Le problème, c'est que les conséquences seraient immenses. Elles seraient immenses parce que ça mettrait en cause ce qu'on appelle la Pax Americana dans la zone, notamment dans le Pacifique occidental. Ça remettrait en cause la crédibilité de l'accord de sécurité entre les États-Unis et le Japon, entre les États-Unis et la Corée du Sud, entre les États-Unis et les Philippines, et probablement aussi entre les États-Unis et l'Australie. Donc, à mon avis, les enjeux sont énormes. Et la véritable question aujourd'hui, c'est pour les États-Unis de mettre en place une forme de dissuasion conventionnelle avec les Taïwanais assez crédible pour contraindre les Chinois à réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans une opération militaire. Et ça, toute la question, c'est la dissuasion en fait. Alors certains Américains voudraient que leur gouvernement complète cette stratégie de dissuasion par un certain nombre d'assurances politiques à l'égard de la Chine pour leur dire à Pékin, écoutez, tout espoir d'unification n'est pas fermé, on n'est pas complètement hostile à une éventuelle unification du pays, si évidemment les 2 parties en sont d'accord. Mais le consensus quand même est très fort aux États-Unis pour mettre en place cette dissuasion et la renforcer par tous les moyens afin d'éviter que la Chine soit tentée par une aventure militaire contre Taïwan. Alors ça dépend des États-Unis, mais ça dépend aussi de Taïwan. Et c'est pour ça qu'à Taïwan, il y a eu quand même une prise de conscience et que l'effort de défense est quand même notablement renforcé au cours de ces dernières années. Là, je parle notamment d'une évolution de la stratégie militaire taïwanaise avec la tactique du porc-épic et de se défendre et surtout d'enterrer les facilités, de renforcer la capacité de résistance de Taïwan en cas d'attaque chinoise. Ça passe aussi par le développement de nouveaux armements, notamment par l'industrie nationale, à la fois défensifs mais aussi offensifs, des missiles qui peuvent atteindre des sites en Chine continentale. Et ça passe par une meilleure préparation des forces armées à une éventuelle opération, notamment de blocus ou de débarquement. Plus récemment, je dois dire que, je passe sur ces slides parce qu'elles sont un peu trop précises, ça a compris deux programmes très différents. Un programme sous-marin qui est nouveau et qui a longtemps été retardé. Le premier sous-marin, Raikun, a été mis en eau là, tout récemment, en février 2024. Comme vous voyez, il sort de sa cale sèche. Là. Et bon, c'est un programme très cher, mais qui permet quand même de renforcer la dissuasion conventionnelle des Taïwanais. Et puis il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment pour allonger à nouveau le service militaire à 2 ans, à 1 an, alors il avait été réduit à 4 mois par l'administration de Ma Ying-jeou. Renforcer aussi les forces de réserve et de mieux préparer psychologiquement, si vous voulez, les Taïwanais à la guerre. Ça a été complété aussi par une augmentation assez importante du budget de la défense qui est passé à 20 milliards de dollars américains, évidemment, qui reste très en deçà du budget chinois, qui est autour de 230 milliards de dollars, mais qui peut permettre à Taïwan de mettre en place une forme de dissuasion militaire conventionnelle relativement crédible, notamment. Mais je veux dire que Taïwan doit démontrer aussi à son protecteur américain qu'ils font quelque chose aussi pour leur défendre, qu'ils ne s'appuient pas seulement sur les Américains et les achats d'armement qu'ils achètent, auxquels ils procèdent aux États-Unis. Donc c'est ça le véritable enjeu. Alors je terminerai par, évidemment, l'impact de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe de l'Ukraine. Il y a un certain nombre de différences qui sont évidentes. J'ai déjà parlé du caractère insulaire de Taïwan, qui est quand même une protection supplémentaire par rapport à l'Ukraine. Le soutien américain qui est à mon avis beaucoup plus direct que dans le cas ukrainien, où vous avez une guerre par procuration, et le fait que vous avez aussi un certain nombre d'alliés, notamment le Japon, qui pourrait être
assez directement impliqués dans un tel conflit, notamment sur le plan logistique, puisque si vous regardez les cartes que j'ai pu vous montrer, la proximité d'Okinawa est énorme. L'île de Yonaguni, qui est l'île la plus occidentale d'Okinawa, est à 110 km de Taïwan. C'est vraiment une proximité énorme, donc c'est pour ça que les Japonais se préparent aussi à l'éventualité d'un conflit. Parmi les facteurs négatifs, évidemment, j'en ai établi un certain nombre, montrant sur cette diapositive. La symétrie est évidente entre la Chine et Taïwan. La grande différence avec l'Ukraine, c'est les Ukrainiens, c'est l'esprit de défense. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont commencé à réaliser qu'ils devaient se préparer à la guerre dès l'annexion de la Crimée par la Russie. Les Taïwanais n'ont pas combattu non plus depuis 1958, notamment sur l'île de Kinmen, lorsque Kinmen avait été menacé par Mao Tse-tung. Et donc, là aussi, si vous allez à Taïwan, on a l'impression parfois d'être plutôt en Californie que menacé vivant à l'ombre de la Chine. Donc, et ça, c'est un véritable problème. Maintenant, je pense que les choses évoluent et que se met en place autour de Taïwan, notamment par différentes mesures, une espèce d'arc de cercle américain destiné à équilibrer la montée en puissance de la Chine avec l'aide du Japon d'abord, avec l'aide aussi de l'Australie, et c'est l'origine de l'AUKUS, qui pour nous a été quand même une décision négative, puisque ça a compromis le projet de vente de sous-marins conventionnels à l'Australie, mais qui montre aussi cette préoccupation américaine face à la montée en puissance de la Chine, et aussi un rapprochement des États-Unis de deux autres pays qui ne sont pas des alliés formels, mais qui sont des pays qui comptent dans la zone, notamment l'Inde, qui est devenu membre du Quad, qui est une espèce de forum de sécurité qui rassemble les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, et puis aussi des pays comme le Vietnam, qui jouent un jeu d'équilibre assez subtil, je dirais, entre d'un côté une coopération économique quand même très très dense avec la Chine, mais aussi une relation de sécurité et humaine, et puis aussi politique, de plus en plus étroite avec les États-Unis et les autres pays proches des États-Unis. Je pense au Japon, je pense aussi aux pays européens et aussi l'Inde. Donc voilà le nouvel équilibre des forces dans la zone. Et je pense qu'on peut terminer, et qui est plutôt favorable au maintien de la paix, à mon avis, par une forme à la fois d'équilibre de force, mais aussi de dissuasion conventionnelle par rapport à toute velléité de réunification par la force de Taïwan. Je termine par certaines évaluations qui ont été faites du coût éventuel d'une guerre, et ce coût serait incalculable. Ça, on oublie le fait qu'on a affaire à deux puissances nucléaires, que les risques de nucléarisation du conflit sont énormes, et que même si le conflit restait conventionnel, les victimes, à la fois le coût humain, mais aussi matériel d'une confrontation directe entre les États-Unis et la Chine serait incalculable. Et puis on peut ajouter à cela évidemment le coût économique. Certains instituts économiques, notamment le Rhodium Institute, ont essayé d'évaluer en 2022 quel serait le coût sur la croissance mondiale d'une telle guerre autour de Taïwan, qui risquerait de s'étendre très rapidement et de mener à une forme d'escalade qui serait difficilement mesurable et difficilement contrôlable. Pour Rhodium, le coût serait incalculable puisque, comme vous le savez, 90% des meilleurs semi-conducteurs sont fabriqués à Taïwan. Ça désorganiserait de multiples chaînes de production et pas seulement dans le domaine des semi-conducteurs. Et donc c'est la raison pour laquelle, et je termine là-dessus, attendez, je termine, oui, ça je vais passer là-dessus. Pour terminer sur le dernier point ça c'est une photo qui nous emmène loin de la Chine. Je ne sais pas si vous devinez où elle était prise, mais c'est la base militaire la base navale chinoise à Djibouti, et qui évidemment détourne l'attention de la Chine vers d'autres objectifs que la réunification avec Taïwan, mais justement l'oriente vers une meilleure protection des ressortissants des intérêts chinois outre-mer, notamment en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient ou ailleurs, où ils pourraient être menacés. Et donc ça m'amène à ces deux films qui sont des films à succès, mais qui sont assez réalistes dans le sens où on voit bien que ce qui préoccupe la Chine, c'est aussi la protection de ses ressortissants loin du pays. Et que c'est peut-être là que l'armée populaire de libération serait d'abord tentée d'utiliser la force et de démontrer ses nouvelles capacités, à la fois de projection de force, mais aussi de libération de ses nationaux et de protection de ses intérêts à l'extérieur.
Les précédents qu'on connaît, c'est par exemple l'évacuation pacifique, et assez réussie, mais improvisée, de 36 000 ressortissants chinois de Libye au moment de la chute de Kadhafi en 2011. Et ça n'avait été pas prévu par la diplomatie chinoise, mais ça a été assez bien mené. Et c'est un précédent qui est important parce qu'après, ils ont réitéré l'opération avec le Yémen, avec beaucoup moins de ressortissants, mais enfin, et en mobilisant des frégates de l'armée, de la marine chinoise, justement basée à Djibouti, et ce qui a permis cette évacuation dans un environnement relativement pacifique. Le problème, c'est maintenant évacuer les ressortissants, protéger les intérêts dans un environnement qu'on appelle non amical ou non coopératif. Et là, pour l'instant, la Chine reste encore, doit encore être, et notamment son outil militaire doit être encore testé. Donc, c'est pas encore le cas. Donc voilà quelle est ma conclusion. Donc une conclusion relativement optimiste, peut-être par rapport à un certain nombre de médias qui ont tendance à peut-être un peu trop exagérer les risques de guerre. Ce que je dirais tout simplement en conclusion, c'est que les risques de guerre, les conséquences d'une confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine sont telles que je pense que ces deux puissances ont intérêt à maintenir la paix et à gérer surtout les crises militaires qui pourraient survenir entre elles. Merci, je vous remercie de votre attention. Je remercie au nom de tous Jean-Pierre Cabestan pour ce très bel exposé. Nous allons engager maintenant une discussion, un débat si vous le souhaitez, et je voudrais faire appel à ceux qui souhaiteraient poser des questions. Alors d'abord le général Delors. Merci pour toute cette description de ce qui a été fait, de la situation présente. J'ai quand même quelques interrogations qui persistent sur votre évaluation de la volonté chinoise à récupérer Taïwan. Elle est totale, pour moi en tout cas, je considère, et que donc la question principale, c'est de savoir le quand et éventuellement le comment. Le quand, c'est la montée en puissance, vous l'avez souligné, des capacités militaires chinoises, sans faire pour autant une projection dans les années qui viennent, qui devrait voir l'arrivée de d'autres porte-avions, puisque leur but à terme est de pouvoir équilibrer la puissance américaine, au moins dans le Pacifique. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, il y aura d'autres porte-avions très modernes, de classe comparable à celui du Ford. Le deuxième élément, c'est que pour sortir du cloisonnement que vous avez souligné d'ailleurs dans votre conclusion, il est absolument nécessaire à la Chine d'avoir accès aux mers profondes pour pouvoir avoir la possibilité de faire descendre des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sans passer par des espaces rétrécis et passer en direction de Vladivostok pour essayer de retrouver des eaux profondes. Le troisième élément, je pense qu'ils l'ont en tête, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas et ne reconnaîtront jamais Taïwan comme État, et donc ils doivent s'interroger sur la volonté des dirigeants politiques actuels ou futurs, probables ou futurs, des responsables américains à engager dans un combat les troupes américaines à une aussi grande distance. D'autre part, vous connaissez beaucoup mieux que nous l'esprit de la culture chinoise, et donc le scénario numéro 1, celui du blocus, en tout cas en ce qui me concerne, me paraît le plus probable, car il permet justement d'éviter celui qui emploie la force en premier, et donc se donner globalement au niveau international et mondial, surtout vis-à-vis du sud global, une position d'une revendication légitime, et que ceux qui viendraient à tenter de briser le blocus seraient eux les véritables agresseurs. Et avec ce qui vient d'être dit sur la montée en puissance des capacités militaires chinoises, la position d'une flotte américaine, aussi puissante qu'elle soit, se rapprochant à 1000 ou 2000 miles de Taïwan, deviendrait un peu délicate compte tenu de la haute technologie des équipements chinois
Et donc, ce qui fait que dans les années qui viennent, je suis beaucoup moins optimiste que vous, j'espère que vous avez raison, et je pense qu'il serait peut-être temps d'imaginer quelle stratégie avoir si Taïwan tombe dans ce jeu de Go imaginé par les Chinois autour de Taïwan. Pensez-vous, donc à ce titre, que si Taïwan tombe, on sera dans l'absolue certitude d'un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis, justement eu égard au coût que vous soulignez en ce qui concerne la chute du PIB américain, chinois bien sûr, mais américain. Est-ce que vous souhaitez que je réponde maintenant? Oui, je pense qu'il y a suffisamment oui, il y a beaucoup de choses questions. dans votre question. Merci. Non, c'est... non, je pense qu'il y a plein de choses importantes dans ce que vous indiquez. D'abord, les porte-avions. Pour l'instant, la Chine apprend à utiliser des groupes aéronavals. Elle est encore à la phase de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas maîtriser cet usage. Mais c'est pas forcément dans un scénario autour de Taïwan que ces porte-avions seraient les plus utiles. Alors peut-être dans un blocus, mais je pense que la Chine peut s'appuyer sur d'autres plateformes que les porte-avions qui risquent d'être relativement vulnérables en fait. Les sous-marins seraient peut-être probablement plus utiles dans un tel cas de figure. La deuxième chose, effectivement, c'est que les États-Unis sont obligés d'adopter aujourd'hui, par rapport à la Chine, notamment autour de Taïwan, une stratégie de plus en plus asymétrique. Et c'est plus compliqué, effectivement, et je pense qu'ils ont déjà exclu aujourd'hui, alors qu'on parle, l'envoi de militaires sur l'île de Taïwan. Je pense que ça, c'est déjà exclu. Donc ce serait évidemment une intervention à distance. À quelle distance ils mettent au point des armes qui permettent de frapper des objectifs à longue distance, justement pour essayer de protéger leur propre marine, leur propre porte-avions des attaques chinoises. Donc là, il y a un jeu qui continue de se développer et qui, à mon avis, est dialectique d'une certaine manière. Le blocus, je suis d'accord avec vous, c'est le scénario le plus probable. Et là, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps d'évoquer dans ma présentation. Effectivement, c'est que la Chine, en imposant un blocus, semble, alors que c'est un acte de guerre quand même, semble laisser à l'autre, vouloir laisser à l'autre le privilège d'utiliser la force en premier pour justement casser ce blocus, le démanteler si possible, ou essayer de le contourner d'une manière ou d'une autre, notamment par un pont aérien. Mais je pense que si un blocus de Taïwan est décidé par la Chine, il sera à la fois maritime, naval et aérien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, comme dans le blocus de Berlin, la possibilité pour les Taïwanais de continuer de communiquer avec l'extérieur et d'être approvisionnés par voie aérienne, je pense pas. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, à plus long terme, parce que c'est un jeu il y a une forme de bluff, là, enfin, une forme de montée des revendications. C'est vrai que la revendication chinoise, elle ne va jamais disparaître. Je ne pense pas qu'elle disparaisse. Après, il faut savoir ce que veut la Chine. On en revient aux objectifs politiques de la Chine. Parce qu'est-ce qu'elle appelle l'unification? Et là, si vous voulez, je m'appuie sur le dialogue qui existe aujourd'hui entre la Chine, le Parti communiste chinois notamment, et le Kuomintang, qui est assez intéressant à observer parce que en fait, ces deux partis politiques sont d'accord sur le principe de la Chine unique, même s'ils ne sont pas d'accord sur la définition. Alors la Chine dit ce qu'on appelle le soi-disant consensus de 1992, qui a été en fait trouvé par les négociateurs de Pékin officieux de Pékin et de Taipei en 1992 à Hong Kong, selon lequel il y a une seule Chine, donc il y a un accord sur le principe de la Chine unique. Mais il y a un désaccord. Alors, la Chine populaire ne rentre pas dans la définition de ce désaccord, de cet accord, et Taïwan estime qu'il y a deux interprétations de cette Chine unique. Alors, pourquoi je parle de cet accord? Parce que je crois que l'objectif principal de la Chine, c'est d'exercer des pressions sur le pouvoir taïwanais et éventuellement les États-Unis, pour que tous les Taïwanais se trouvent contraints d'accepter ce principe. Ça, je crois que c'est la première étape.
Une fois cette étape franchie, après la Chine peut imposer d'autres conditions, notamment une forme de réunification comme à Hong Kong par exemple. Mais je crois que le premier objectif politique, c'est de contraindre toutes les forces à la politique à Taïwan d'accepter ce compromis, ce consensus de 92, ce qu'ils appellent le consensus de 92, et peut-être aussi à terme pour essayer d'accroître la pression sur les États-Unis, de convaincre les États-Unis de jouer un rôle dans cette évolution politique à Taïwan. Les États-Unis étant eux-mêmes garants d'une certaine manière de la sécurité de Taïwan, à terme, étant donné l'évolution des rapports des forces militaires que j'ai évoqué, que vous avez souligné également, l'intérêt des États-Unis, c'est peut-être de forcer un peu la main des Taïwanais, notamment du Parti démocratique progressiste qui est au pouvoir, et d'obliger à accepter ce consensus pour éviter une guerre, justement. Le problème, c'est que c'est une première concession et qu'il peut en appeler d'autres. Alors, ça nous amène à la question qui est plus politique, qui est plus fondamentale, c'est de savoir ce que entend Pékin par réunification. Si c'est la formation d'une espèce de Commonwealth entre deux entités qui ne se reconnaissent pas mais qui acceptent le principe de la Chine unique, c'est quelque chose qui est peut-être acceptable par pas mal de Taïwanais. Si tout au moins ils peuvent conserver leur démocratie. Il s'agit de placer Taïwan sous la tutelle de Pékin, et de la transformer en zone administrative spéciale comme Hong Kong ou Macao, là je vois mal Taïwan et même le Kuomintang l'accepter sans être contraint et forcé par la force militaire notamment. Donc, et ça la Chine le sait très bien. Mais c'est pour ça que si vous voulez, là où il y a peut-être un peu d'optimisme, c'est dans l'état actuel des négociations et des pourparlers entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois, qui laisse penser que en deçà d'une unification, même précédant toute forme d'unification, il y a une forme de coexistence pacifique qui peut être négociée. Et donc qui peut aussi permettre d'éviter la guerre. Mais bon, c'est pas une garantie non plus, parce que l'objectif final de la Chine, évidemment, c'est de faire de Taïwan une région administrative spéciale de la République populaire, et donc de mettre fin à l'existence de fait de la République de Chine, qui était une existence réelle depuis 1949. Voilà où on en est. Mais, bon. Une autre question, j'en vois trois. Marie-Sibylle de Vienne, pour rétablir un peu de parité. Bonjour, je voudrais faire quelques remarques et interrogations implicites. La première, c'est que on a beaucoup parlé du rapport, et vous avez défini trois scénarios qui me paraissent tout à fait intéressants. Je partage votre analyse. Mais il y a une dimension politique intérieure chinoise au niveau du pouvoir de Xi Jinping lui-même, qui, au fur et à mesure qu'il se durcit et se renforce, atteste aussi d'une vulnérabilité croissante de ses opinions internes, en particulier d'une classe éduquée, embourgeoisée, avec une majorité de la population qui est maintenant urbanisée ou périurbaine, et qu'on voit très mal accepter une guerre, alors qu'elle a déjà très mal accepté la manière dont elle a été traitée avec le Covid-19, qui a été d'une certaine façon le début de la fin de ce qu'on peut appeler d'une tolérance de l'autorité, entendu que le terme serait à nuancer. Donc sur cette question de Taïwan-Chine, il y a cette dimension interne qui me paraît également fondamentale. Et puis le deuxième élément, et c'est aussi l'articulation avec le dossier japonais. Le Japon s'est fortement entrepris une augmentation de son budget militaire qui dépasse maintenant largement les 1% du PIB. Il est pas loin d'officiellement à maîtriser l'arme nucléaire, même s'ils en ont les composants en garde-meuble depuis, selon certaines sources, plus de 2 décennies. Donc on a un équilibre régional qui est également
complexe qui n'empêcherait pas, en cas d'attaque chinoise, que ce soit le Japon ou la Corée du Sud, d'avoir absolument besoin de l'intervention américaine, mais qui, du point de vue chinois, fait que le jeu, le discours, les actions des diverses fondations entre les deux rives et compagnie, et tous les jeux de pression qu'il y a derrière, c'est pas un jeu qui est plus complexe que simplement bilatéral. Nous allons prendre la deuxième et la troisième question ensemble pour faciliter l'avancement de la discussion. Qui voulait intervenir en second? Monsieur Cambacérès, et puis nous terminerons par le sénateur Legendre. Oui, merci pour cet exposé très intéressant. Je voulais, pour sortir un peu simplement des questions sur Taïwan, revenir sur votre projet global et vous demander ce que vous pensez, enfin, quelle est la position de l'Union européenne au milieu de tous ces conflits en Asie du Sud-Est et en Chine. Merci. Alors, je prends la question du sénateur Legendre, et puis pour respecter les prérogatives du bureau, nous terminons par la question du général Lang. Je crois qu'on a beaucoup parlé des rapports entre les États-Unis et la Chine et de l'affrontement prévisible entre les États-Unis et la Chine, mais la Chine elle a d'abord besoin de se développer. Elle a une population qui aspire à l'élévation de son niveau de vie. Et donc, est-ce qu'elle n'est pas, de ce point de vue-là, calmée un petit peu dans ses intentions belliqueuses par le fait qu'elle ne peut pas se permettre de briser son développement économique actuel, sinon elle risque des ruptures internes considérables. J'aimerais peut-être avoir quelques précisions sur ce point. Général Lang. Oui, bonjour. Je voudrais me situer au seul plan militaire et avoir votre sentiment sur la question suivante. Le président Xi Jinping annonce partout qu'il veut faire de l'APL une armée de classe mondiale en 1949. C'est pas demain à veiller. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est un nuage de fumée pour faire en sorte d'endormir les Occidentaux et faire apparaître la menace comme moindre, ou est-ce qu'il a conscience des vulnérabilités de sa propre armée, que vous avez vous-même cité? Il n'y a aucune coordination interarmée, les forces spéciales ne sont jamais mises aux ordres des commandants de théâtre, les pilotes de l'aéronavale, ils en cherchent et ils n'en trouvent pas. Enfin bref, il y a un certain nombre de vulnérabilités, on ne va pas les citer toutes, donc nuage de fumée ou pas? C'est plein, comme on dit en anglais. De bonnes questions, une question très pertinente, passionnante. Marie-Sybille Devielle, merci, oui, d'avoir évoqué les facteurs intérieurs, mais c'est important, et qui pourraient évidemment avoir un impact sur toute décision de passer à l'acte. Alors, je dirais, mais je ne l'ai pas évoqué, je pense, dans ma présentation, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait il y a 1 ou 2 ans par des chercheurs de Singapour sur la volonté de guerrière des Chinois. Et en fait, les résultats étaient assez surprenants parce que seulement, c'est quand même un pourcentage important, mais quand même, seulement 52% des Chinois pensaient qu'ils acceptaient l'idée de régler par les moyens militaires la question de Taïwan. Ça veut dire quand même, il y a pas mal de gens qui pensent qu'il y a d'autres moyens de régler la question de Taïwan. Ce que j'observe, c'est que Taïwan est indépendante de la Chine continentale depuis plus de 70 ans, que ça n'a pas été un facteur qui a empêché la Chine de se développer, bien au contraire, et que l'existence d'une démocratie à Taïwan, c'est pas quelque chose qui... évidemment, c'est une forme de menace idéologique pour la Chine populaire, mais c'est quelque chose qui satisfait beaucoup de Chinois aussi. Les Chinois adorent aller à Taïwan, pas seulement parce que la nourriture, la cuisine est délicieuse, mais parce qu'ils s'aperçoivent qu'une société chinoise peut aussi être démocratique, bien que confucéenne, bien que traditionnelle à bien des égards. Et donc, je crois qu'il y a une forme de séduction qui ne plaît pas à tout le monde, une fois de plus dans le Parti communiste, mais qui intéresse pas mal de Chinois, notamment des Chinois éduqués. Vous parlez de cette classe moyenne urbaine, oui. Moi, je vois ça à travers mes étudiants. Je leur pose la question, vous êtes prêts à aller au casse-pipe? Bah, pas tellement, non, même pas envoyer leurs parents, leurs cousins. Donc, non, là où la Chine et Taïwan, où les sociétés chinoises et taïwanaises ont quelque chose en commun, c'est justement une absence
d'esprit de défense, en fait, enfin, ce qu'on appelle la will to fight. Est-ce qu'ils sont prêts, comme les Ukrainiens, à risquer leur vie pour défendre ou pour atteindre un objectif qui est l'unification avec Taïwan? Et ça, c'est pas évident, surtout lorsqu'on prend en compte les autres puissances qui pourraient intervenir, notamment les États-Unis, mais aussi le Japon et les autres. Donc ça, je crois que c'est un facteur important. Alors, est-ce que ça, mais à contrario, est-ce que ça empêcherait Xi Jinping de prendre la décision si d'aventure la direction du parti décidait de passer à l'acte? Là, je ne suis pas certain non plus. Je pense que la pression de la société a un impact limité sur la direction du parti communiste. Mais bon, elle est à prendre en compte tout de même. L'Union européenne, il y avait une slide sur l'Union européenne et j'ai pas, malheureusement, manque de temps, évoqué ce facteur qui est important parce que l'Union européenne est quand même un des principaux partenaires commerciaux de la Chine, maintenant deuxième derrière l'ASEAN, mais enfin quand même très loin devant beaucoup d'autres pays, y compris d'ailleurs les États-Unis. Donc c'est important, et que l'Union européenne a fait un certain nombre de déclarations ces dernières années sur son intérêt au maintien de la stabilité dans le détroit de Taïwan et son soutien à la décision d'arbitrage sur la mer de Chine du Sud de 2016. Et aussi de voir les tensions avec le Japon diminuer. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience en Europe des implications pour le monde entier, y compris pour l'Union européenne, de toute confrontation militaire qui pourrait survenir dans les détroit de Taïwan ou en mer de Chine du Sud en particulier, et qu'on a intérêt au maintien de la paix. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, politiquement, ou même en cas de montée des tensions? Parmi les choses qu'on a pu faire de manière assez symbolique, c'est d'envoyer des bateaux garantir d'une certaine manière la liberté de navigation à la fois dans la mer de Chine du Sud et dans le détroit de Taïwan. Et c'est une navigation ce sont des opérations qui évidemment sont critiquées par la Chine, mais la Chine ne les empêche pas physiquement de procéder, d'avoir lieu, et aussi je crois que la Chine observe de très près les sanctions qu'on a prises contre la Russie après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Elle sait très bien qu'on serait obligé de prendre des sanctions économiques importantes contre la Chine. La difficulté avec la Chine, et je dois dire que la Chine en est aussi consciente, c'est qu'elle se prépare à d'éventuelles sanctions occidentales. Donc elle prend des mesures pour accroître pour réduire sa vulnérabilité aux sanctions. Mais aussi, on voit bien que les sanctions contre la Chine seraient autrement plus coûteuses pour l'Union européenne que les sanctions qu'on a pu prendre contre la Russie, parce qu'on dépend beaucoup plus de la Chine sur le plan économique que de la Russie. Donc il y aurait un coût pour nous qui serait aussi assez important, sinon prohibitif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut observer de près et peut-être mieux se préparer à soutenir à supporter ce type de contre-sanctions ou des conséquences de sanctions qu'on imposera à la Chine en cas de conflit autour de Taïwan. Sur le plan économique, oui, monsieur le sénateur, oui, effectivement, la Chine a pour priorité de développer son économie. Les contraintes économiques sont importantes, notamment dans le contexte actuel de ralentissement de l'économie. Alors, il y a deux thèses là-dessus qui évidemment sont irréconciliables. Il y a une thèse qui pense que les difficultés économiques sont un facteur supplémentaire de guerre, de tension et si vous voulez, une espèce d'exutoire, qui voit la guerre comme une exutoire. Je veux dire que dans la tradition politique du Parti communiste chinois, ça n'a jamais été le cas. Et que lorsqu'il y a des problèmes internes, le Parti communiste se concentre sur les problèmes internes. Il ne va pas se lancer dans une aventure extérieure. Mais bon, on ne peut pas non plus le démontrer de manière, irréfutable. Donc il y a toujours un risque, et c'est pour ça qu'à mon avis, la meilleure défense, la meilleure facteur de paix, c'est la dissuasion conventionnelle pour Taïwan, conventionnelle et nucléaire pour les États-Unis. Enfin, oui, mon général, oui, tout à fait d'accord avec les vulnérabilités que vous avez évoquées. La Chine est consciente, et Xi Jinping est le premier à être conscient des vulnérabilités de l'armée populaire de libération et du chemin qui reste à faire pour vraiment devenir une armée moderne. Alors 2027, c'est une date qui était donnée pour être capable de lancer une opération contre Taïwan. 2049, évidemment, c'est pour devenir une armée de carrure mondiale, mais il y a beaucoup de problèmes, et un des problèmes que vous avez évoqué, oui, que j'ai pas évoqué, c'est un problème que connaît beaucoup de pays en Asie orientale, notamment au Japon, Taïwan aussi, la Corée du Sud également, c'est le manque de candidats,
qui a envie de... On gagne beaucoup plus d'argent à l'extérieur. Et ce qui manque à l'armée populaire de libération, ce sont des techniciens, des ingénieurs, des gens qui sont prêts à servir des matériels, notamment le contrôle des drôles, de missiles et tout ça, parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent dans le secteur privé, dans l'économie civile. Donc ça, c'est un vrai problème. Et qui est difficilement soluble à court terme. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les vulnérabilités sont assez fortes pour empêcher, assez nombreuses pour empêcher une telle aventure, notamment contre Taïwan, étant donné cette montée en puissance quand même dans l'ensemble général, enfin quand même très très évidente de l'armée populaire de libération. Ces avions sont quand même de plus en plus capables, ces bateaux aussi. Donc voilà. Et là, l'évaluation globale n'est pas facile à établir parce qu'il y a des poches d'excellence et puis il y a le reste que vous avez évoqué qui est aussi qui montre. Mon avis, la vulnérabilité, en un mot, la plus grande, c'est contrairement aux États-Unis qui ont toujours combattu depuis 1945, ils ont toujours été impliqués dans les guerres, la Chine n'a pas été impliquée dans une guerre depuis trop longtemps. Et ça, c'est la principale vulnérabilité de l'armée chinoise d'aujourd'hui. Donc, voilà. Mais bon. Je vous propose que nous passions une troisième et dernière salve de questions, ou d'observations, ou de remarques. Qui souhaite intervenir encore? Je vous en prie, posez votre question. J'ai cru voir que le taux de natalité ou de fécondité était de 0,83. Est-ce qu'avec un taux comme ça, on se lance dans des guerres? Oui, le vieillissement de la population est évident. Oui. C'est un autre problème, mais c'est un problème qui est commun, comme vous le savez, à tous les pays d'Asie, de la zone, d'Asie orientale, en particulier la Corée, peut-être le palmarès, Taïwan n'est pas loin derrière, le Japon et la Chine sont un peu dans la même ligue. Le vieillissement de la population rend les gens, d'une manière générale, assez conservateurs et assez, ce qu'on appelle en anglais risk adverse, réticents à prendre des risques. Et ça, c'est un vrai problème, d'autant plus que ça montre combien les forces armées chinoises ont du mal à recruter plus de jeunes, d'autant plus que les classes d'âge sont moins nombreuses aujourd'hui. Bon, la Chine reste un grand pays avec encore beaucoup de monde, même s'il y a moins de naissances qu'autrefois. Je pense que s'ils s'en donnent les moyens, l'armée populaire de libération peut encore recruter du monde, mais pas forcément justement les personnes les plus qualifiées pour servir des armements modernes. Ça, c'est le véritable défi. Donc oui, le taux de natalité, ça ajoute aussi aux problèmes économiques actuels, au malaise social qui existe quand même en Chine aujourd'hui, notamment depuis le Covid, et cette relation avec le pouvoir qui est quand même beaucoup plus compliquée qu'elle l'était auparavant. Ça ne veut pas dire que le nationalisme s'est érodé, il y a encore beaucoup de gens qui sont quand même très très proches du pouvoir ou qui soutiennent le régime tel qu'il est, mais il y a une forme de doute quand même qui s'est insérée dans la société chinoise, notamment parmi les jeunes depuis le Covid, et par rapport notamment à Xi Jinping, là on en revient aux problèmes intérieurs, il y a quand même une espèce de bronca, si vous voulez, à l'égard de Xi Jinping qui n'existait pas il y a quelques années et qu'on a du mal à mesurer, mais qui est réel. Et qui, à mon avis, fragilise quand même un peu le Parti communiste par rapport à la société. Alors, il ne faut pas non plus prévoir une chute du régime. Je pense que dans mon précédent livre sur Demain la Chine, dictature et démocratie, j'ai voulu démontrer que quand même le régime est extrêmement solide, hein, mais il y a une forme de critique et de malaise qui est réelle, notamment parmi les jeunes. Autres interventions? Je vous en prie. Merci beaucoup. Juste une question pour compléter ce qui a été dit sur les États-Unis. Et est-ce qu'avec l'élection possible de Trump, est-ce que la donne va changer? Voilà, c'est ma question. Oui, ça c'est une question c'est intéressant qu'elle n'avait pas été posée avant, cette question, parce qu'on est en France, alors on oublie un peu Trump. Mais je veux dire qu'à Hong Kong, on la pose beaucoup, hein, et à Taïwan encore plus. Moi, je suis assez peut-être que j'ai de nature à l'optimisme, mais Trump n'aura pas non plus complètement les coups des franches. C'est vrai qu'il est imprévisible, il peut prendre des décisions dans un sens comme dans l'autre, il est très transactionnel. Est-ce que sa politique chinoise sera très différente de la politique de l'administration Biden? Moi, j'observe d'abord une continuité entre le Trump 1 et Biden. Les Chinois espéraient une espèce de reset, une espèce de mise à plat de la relation, elle n'a pas eu lieu.
L'administration Biden a accru les sanctions, les limitations, les restrictions, la entity list, la liste d'entités de sociétés chinoises qui ont interdit de faire des affaires en Chine, aux États-Unis, est devenu à doubler en fait sous Biden. Donc je vois mal Trump revenir. Là où Trump est plus dangereux, c'est pour nous. C'est pour nous Européens, effectivement, par rapport à l'Union européenne. Il va accroître la pression sur les pays européens pour qu'ils mettent plus d'argent dans leur défense. À mon avis, il ne va pas remettre en cause l'OTAN, mais il va vous montrer l'exemple des Polonais en disant vous devrez tous faire comme la Pologne. Vous avez 4% du PIB dans la défense. Mais avec l'Asie orientale, avec notamment la Chine, il y a d'autres facteurs qui sont importants et que Trump ne peut pas ignorer. D'abord le Congrès américain est vent debout contre la Chine, à la fois les démocrates et les républicains. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le Deep State, que Trump 1 avait essayé de démanteler, mais sans beaucoup de succès. Le Pentagone, la communauté de sécurité, elle est complètement braquée contre la Chine. Et je ne vois pas les choses changer. Donc voilà, maintenant il peut prendre des décisions, il peut lancer des tentatives comme il avait lancé avec Kim Jong-un en Corée du Nord, mais sans que cela réussisse véritablement. Mais c'est pour ça que c'est vrai qu'il est imprévisible, mais je ne vois pas les choses tellement changer. Ce qu'il peut, en fait, en revanche, faire par rapport à Taïwan, c'est accroître la pression sur Taïwan pour que Taïwan soit sérieux à l'égard de son effort de défense, la mobilisation de sa population, le budget, des moyens de défense qui soient beaucoup plus crédibles et plus puissants que c'est le cas aujourd'hui, et pas trop s'appuyer, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, sur le grand frère américain, la cavalerie américaine qui va venir sauver Taïwan au dernier moment. Donc c'est ça, pour parler franchement, c'est ça quand même le véritable enjeu, le véritable marchandage qui a déjà lieu d'ailleurs entre Taïwan et le Pentagone et l'administration Biden aujourd'hui. Une dernière intervention, je vous en prie. Docteur François Sandin, ma question est d'ordre strictement technique. Est-ce que Taïwan est protégé par un dôme de fer antimissile, comme Israël? Oui, non. La réponse est non, bien qu'ils aient des patriotes qui défendent un certain nombre de sites privilégiés. Mais le dôme de... Non, c'est pas alors, il en est question de renforcer la défense antimissile. C'est loin d'être aussi complet que dans le cas d'Israël, ça c'est certain. Mais ils ont depuis une vingtaine d'années des patriotes, des bases de patriotes, notamment autour de Taipei, autour de Kaohsiung. Taipei, c'est pour le principe, notamment le ministère de la Défense, tout ce qui Alors, ce que les Taïwanais ont beaucoup fait, c'est d'enfouir les facilités quand même sous terre, notamment. Ils ont une base à Hualien, une base aérienne qui est dans la montagne, comme vous le savez peut-être, qui n'est pas forcément invulnérable parce qu'il suffit de bloquer l'entrée de la base, mais pour rendre les avions qui sont à l'intérieur inopérationnels. Mais c'est certain que la défense n'est pas aussi puissante, aussi convaincante ou aussi complète que dans le cas d'Israël, c'est certain. Une autre dernière question, quels sont les rapports entre la Chine et Singapour? Comment ça se passe? Officiellement, les relations sont bonnes, mais je suis prudent parce que Singapour joue un jeu d'équilibre évident. Comme vous le savez, d'abord il y a la base de Changi, qui était un port, qui est l'aéroport de Singapour, mais qui est aussi une base navale où les bateaux américains accostent, font escale régulièrement. Sur le plan de la sécurité, Singapour est quand même tourné vers l'Occident, acquiert des matériels de France, des États-Unis, entraîne une partie de ses forces à Taïwan, comme vous le savez peut-être. Ses forces de troupes de marine, sa force, son armée de terre, s'entraîne tous les ans à Taïwan, ce qui énerve les Chinois, mais bon, ça se passe discrètement, notamment au sud de l'île. Et donc, il y a un dernier problème, c'est que ces dernières années, enfin un autre qui est plus récent, mais ces dernières années, la Chine a essayé d'exercer une influence plus forte sur Singapour, en disant mais les Singapouriens c'est des Chinois. Et les Singapouriens disent on n'est pas Chinois, on est Singapouriens. Et en chinois, il y a deux termes très différents. Il y a une distinction entre Hualien. Hualien c'est chinois de culture et Zhongguolien c'est chinois, de Chine, notamment de Chine populaire. Et ils ont renvoyé un certain nombre de gens qui étaient des agents d'influence, notamment des Chinois, certains qui étaient des universitaires que je connaissais, mais qui travaillaient pour la sécurité chinoise. Et donc ils ont été renvoyés, on les a expulsés, et ça a créé quelques vagues, mais bon, je crois que
comme on dit, Pékin a reçu le message 5 sur 5. Quoi. Pékin se méfie un peu, oui, je pense. Pardon? Pékin se méfie un peu de Singapour, finalement. Pas trop, enfin, parce qu'ils essaient de mettre l'Asie du Sud-Est dans leur poche, donc c'est un jeu subtil, un peu à fleur et moucheté, je dirais. Et l'ASEAN, dans son ensemble, est quand même le premier partenaire commercial de la Chine. Mais dans l'ASEAN, c'est pas l'Union européenne, et même si chez nous on a aussi des membres récalcitrants comme la Hongrie, mais l'ASEAN, c'est quand même un groupe de pays qui est très très divers, avec des pays qui sont plus proches de la Chine, je pense au Laos ou au Cambodge, et puis des pays qui sont des alliés américains, qui sont actuellement d'ailleurs en conflit pratiquement ouvert avec la Chine, comme les Philippines, et des pays qui sont entre les deux, comme le Vietnam, qui joue un jeu d'équilibre, à mon avis, assez réussi jusqu'à maintenant, ou la Malaisie, qui est plus discrète, mais qui a des raisons de rester à certaines distances de la Chine, parce qu'elle aussi, la Malaisie a 25% de Chinois qui se sentent malaisiens plus que Chinois, mais donc que les Chinois essaient d'utiliser aussi à leur avantage. Donc et je termine par l'Indonésie. Il y a des spécialistes d'Indonésie ici qui est quand même la puissance régionale, qui a des relations de sécurité étroites avec les États-Unis, qui fait beaucoup avec d'échanges de commerce avec la Chine, mais qui ne veut pas non plus être trop dépendant de la Chine. Mais il y a un autre pays qui, sur le plan économique et même diplomatique, a une influence importante dans la zone, notamment des Sud-Est, c'est le Japon, qui, grâce à son ODA, son aide au développement depuis la guerre, a été réintégré. Et c'est étonnant de voir comment les gens d'Asie du Sud-Est sont plutôt favorables au Japon et plus méfiants à l'égard de la Chine. Dans un contexte où le Japon n'est pas plutôt menaçant, c'est plutôt la Chine qui est menaçante. Donc voilà, il ne faut pas oublier les autres partenaires qui jouent un rôle aussi en Asie du Sud-Est, sans parler de l'Europe. Enfin, l'Asie du Sud-Est reste ouverte à tous les pays. Mais je pense que la Chine n'est pas non plus, n'a pas gagné complètement la partie en Asie du Sud-Est, c'est ce que je veux dire. Nous allons mettre fin à cette séance et vous inviter à passer dans la salle à côté où Jean-Pierre Cabestan va vous présenter et signer les ouvrages que vous voudrez bien lui demander. Merci beaucoup.